Nous la vie, li manquait pas beaucoup l'événement. Déjà, la vie, quand nous étions, nous doit aller à nos parents qui décident pour mettre nous la Terre dans sa planète là. Pendant qu'ils nous vivent, il y a beaucoup d'événements qui affectent nous, des moments de joie, des moments moins heureux aussi, ben hauts et ben bas. Mais un affaire qui sied pour nous tous. Nous vivons dans le monde, un jour, nous pouvons bien quitter la vie là nous aller. L'émission aujourd'hui, Quitter la vie dignement, justement, cause ça, l'étape-là. Quand nous tous un jour, nous quittons nous aller, nous ne connaissons qui l'âge, qui l'air, dans quelles conditions, mais nous pouvons aller. Alors, dans ce cas-là, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui meurent avec vieillesse, il y a des gens qui meurent dans d'autres circonstances. Mais aussi, nous avons à Maurice, là, qui peut développer, du moins pendant les dernières années, un accompagnement, un soin palliatif. Donc, au niveau médical, au niveau psychologique aussi, au niveau accompagnement avec la famille. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous peut guetter. Qui ça va ce moment-là représenté dans la vie du monde? Est-ce qu'il nous cause seulement la fin de vie, les derniers moments, ou il commence avant, capable, commence préparer la personne, la famille aussi, pour arriver à vivre ce moment-là? Justement, sur ce plateau, pour cause l'au-delà, nous avons à ma droite le Dr Vanisha Chaman, qui est oncologue et consultante médicale. Nous avons à ma gauche Dr Tinushka Isar-Singh, CEO du groupe Eagle Care Center Hospital. Nous avons Dr Vicky Naga, qui est spécialiste gériatrique et aussi en soins palliatifs et consultant à la clinique Dr Ferrière. Nous avons le Dr Sailesh Kumar Dewan, qui est spécialiste en soins palliatifs au ministère de la Santé et du Bien-être, et Shanabai Babaji, qui est conseillère en soins palliatifs. Tout d'abord, qui était la fin de vie? Comment nous détermine-t-il? Est-ce qu'il y a un terme médical? Est-ce qu'il y a un diagnostic? Est-ce qu'il dépend de l'âge? Donc, Dr Dewan, premièrement, nous avons vu où la vie là? Bon, la fin de vie, ça l'évaluer. L'évaluer de personne en personne et l'évaluer en maladie en maladie, parce que tout le monde n'est pas pareil. D'accord? D'un point de vue médical, normalement, on peut dire que la fin de vie, c'est les derniers 12 mois, les derniers 6 mois de la vie. Donc là, il y a un symptôme qui commence à apparaître, qui donne un indice que peut-être la personne qui est affectée par une maladie grave, par exemple le cancer, quand il rentre dans la phase de fin de vie. Là. Donc là, il commence à devenir plus faible, il commence à perdre poids. Les cas commencent à gagner plus de douleur. Ce sont des symptômes qui accompagnent cette maladie, ils deviennent plus conséquents, plus graves. Donc là, il commence à donner un indice que peut-être c'est là qu'il faut aider la personne pour gérer ce symptôme. Et que c'est là que le soin palliatif a un plus grand rôle à jouer. Ouais. Alors, une cause de maladie, Dr Naga, peut-être, du monde, bon, il arrive stage de vie avec l'âge avancé, peut-être. Il reste en bonne santé, mais c'est moi, avec l'âge, donc nous connaissons là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui déclenche ça, famille, trouve quelque chose, ou un médecin? Comment dire, effectivement, la discipline de la gériatrie, c'est aider la personne à vieillir en bonne santé jusqu'au dernier moment. Mm-hmm. Mais bien sûr, avec les facteurs externes, cigarettes, pollution, etc., diète, manque de sport, les facteurs internes à l'individu, les caves, génèrent une maladie, hypertension, diabète, cholestérol, un facteur de risque cardiovasculaire, et ça génère une comorbidité. Mm-hmm. Et bien sûr, quand on avance en âge, le risque de cancer augmente aussi. Donc, c'est le rôle du médecin pour faire un dépistage et aider la personne à l'accompagner jusqu'au dernier moment. Voilà. Donc, ça, c'est le rôle du médecin. Qu'en est-il maintenant, comment on dit, du monde, il reste en bonne santé, il n'y a aucune maladie chronique.
diabète, maladie cardiovasculaire ou même cancer, mais arrive dans le dernier stage de la vie avec l'âge. Le taux, par exemple, il est un petit peu plus affaibli. Quoi qu'il ait une maladie, mais nous connaissons, il peut aller. Bon, est-ce que c'est un organe qui peut l'orgli? Effectivement, c'est tout être vivant est programmé pour mourir. Donc, avec l'avancée en âge, il y a une modification qui apparaît au niveau génotypique, phénotype, c'est-à-dire la personne même, au niveau cellulaire, quand le métabolisme ralentit, quand il y a une fonte musculaire, sarcopénie, il y a une anémie par une carence vitaminique, etc. Donc, c'est le vieillissement de chaque organe qui explique le fait que la personne, petit à petit, il peut rendre une phase de shutdown ou de sauvegarde, comme on dit. Mhm. Et bien sûr, nous sommes là pour accompagner, pour améliorer notre qualité de vie jusqu'au bout. Ah ben justement, là, la même qui est arrivée que nous disons, ils vivent toute la ville, ils font plusieurs activités. À un moment, ils arrêtent de faire cette activité-là. Docteur Chemin, peut-être, ou Kavadiali, ou avec un patient, comment vous arrivez à diagnostiquer un Jimoun qui maintenant n'est pas capable de faire certaines choses qu'il peut faire avant? Je dis tout le temps, moi, je patient. La plupart des relatifs, je demande comment nous connaissons les gens pour aller. Cette famille qui est malade, terminale en stage 4 du cancer. Moi, je dis qu'une fois, dans la plupart des cas, si ce sont activities of daily living, un patient il peut besoin qu'à Djibouti, il y a la toilette, pas lit, même avec un petit peu d'effort, un petit peu d'aide, mais il peut bouger, il prend une douche, il peut brosser les dents, il peut manger un petit peu. Quand ces activities of daily life là commencent à diminuer, là nous connaissons que la fin est un peu plus sûre, un peu plus nia. Là, nous connaissons, disons, le patient là, il est alité, il n'est pas capable de take care of himself. Nous connaissons que la fin est un peu plus près qu'après. Donc là, c'est là le moment que tu diagnostiques ce élément-là, que tu trouves maintenant que la personne pas prenant beaucoup de temps. Mais je cas estimé un petit peu combien de temps il est là pour vivre? Exact, nous ne pouvons pas dire ici malheureusement, mais un mot, moi j'ai envie de dire que soins palliatifs et terminal, il n'est pas venu dans ce moment-là. Ouais. Il est très important que nous finissions à intégrer, nous, une multidisciplinary team, nous tous collègues ici, nous tous travaillons ensemble, qui les spécialistes en soins palliatifs en fin de vie, de rentrer avant, pour qu'ils accompagnent le patient et la famille tout autour, pour qu'ils nous aident cette transition-là. Quand il arrive fin de vie, la transition entre la vie que le patient peut vivre entouré de sa famille et l'amour se fait smoothly. Ça, at least, nous avons fait. Alors, nous, un collègue, là, je travaille ensemble avec nous comme oncologue pour qu'ils nous accompagnent, la famille et le patient, dès le commencement. Alors, justement, tu allais nous parler en détail, là, ça va être soins palliatifs, comment je t'accompagne. Docteur Tinushka, alors, nous connaissons tout le monde, bon, il y a des gens qui croyant, qui pensaient quand la mort arrivait, il y a des gens qui parlent dans le paradis, dans l'enfer, ou nous pas connaissons. Mais c'est une croyance ou réincarnation. C'est une croyance qui nous vivons dans une société pluriculturelle. Quand vous là avec une patient et une famille, est-ce que ça moment-là aussi, vous dites que les gens commencent à dire, ou je te conseille, aller à cette famille, à faire la prière, par exemple, ou faire les autres bonnes affaires ensemble? Effectivement, M. Richie, normalement, quand on soins palliatifs, il est divisé en trois aspects. Un, c'est la santé médicale même, c'est-à-dire la santé physique, que nous, en tant que médecins, nous aide le patient. Deuxième, il y a la santé mentale, que là, nous avons l'accompagnement peut-être avec un psychologue ou même un psychiatre qui peut suivre le patient et même la famille. Et ensuite, nous avons la santé spirituelle aussi. Alors, soins palliatifs, il englobe ces trois aspects-là. Alors, il est très important parce que, dépendant de la croyance que le patient ou la patiente est non, nous encourageons ou sa famille, oui, il est capable d'aller cet aspect de spiritualité-là qui peut être capable psychologiquement accompagner pour lui vaincre sa phase de maladie, pour lui réussir à arriver dans un end of days là. Alors, les 4 médecins dans le domaine médical, nous avons Shanabai qui conseiller en soins palliatifs. Apporte l'aspect médical, Shanabai Babaji, qui est l'autre aspect des soins palliatifs, quand vous conseillez en soins palliatifs. Il est bien important, comme on peut dire au départ, Dr. Chaman, tu peux dire les soins palliatifs, les démarrer après la diagnostic, les pas démarrer en fin de vie.
Donc, nous toujours accompagnons sa patient-là et que nous toujours accompagnons la famille. Il est bien important quand nous le patient, il a beaucoup de questions quand il gagne sa diagnostic-là. Donc, il est bien important à ce moment-là, qui pour la famille, qui pour le patient, nous valide l'émotion. Il est important qu'il nous valide l'émotion quand je te demande une question, quand je ne peux pas comprendre, quand je demande qui fait moi, etc. Donc, nous valide ça l'émotion-là parce qu'il est normal que ça dit là, il peut gagner ça type d'émotion-là. Bien souvent, Bandimoun demande aussi est-ce qu'ils peuvent guérir ou est-ce qu'ils peuvent souffrir. Ça, c'est une question que Bandimoun demande. Et ce que nous sommes capables de répondre à ça, c'est que nous là, nous présents pour donner tout le soulagement qui est possible. Soulagement, l'écoute qui ça dit là, il besoin gagner ça là. Surtout, écoute sa peur parce qu'il est bien peur ça là. Écoute sa peur. Donnez ce l'étang. Ne pas bousculer, mais donner ce l'étang, ça là pour les capables voice out. Et aussi la famille qui est dans une totale incompréhension. Je ne sais pas trop connaître qui décision bien prend. Qui décision qu'il est bien prend. Donc nous là, nous présence les bien importants. Ça là. Peut-être nous sommes capables aussi de ça dimouna qui n'est pas bien faire dans la santé que nous disons peut-être nous pas capables ajouter ban jour à la vie, mais nous sommes capables d'ajouter la vie à ce ban jour. De manière nous fait vivre sur la vie. Donc il y a un souhait, mais bien avant tout ça, nous avons un patient, comme le docteur Chaman peut dire, passe par un moment très difficile, que j'étais dans la chimiothérapie, j'étais dans la radiothérapie, nous cause un cancer avancé et tout. Donc il y a une chute de cheveux dans un patient. Et c'est ça, des fois, les dramatiser pour ce patient-là. Et qui manière nous besoin encadrer, il fallait comprendre. Qui une chute de cheveux, par exemple, il pourrait pousser après. Une fois chimio fini, il pourrait pousser après. Donc, c'est une information de base qui nous aide donner sa patient-là. Mais au départ, c'est juste l'écoute. Alors, l'écoute, justement, nous connaissons depuis cause la fin de vie, nous quitte, nous l'avons parlé, et il est conscient. Il connaît comment c'est une diagnostic, il est conscient. Est-ce qu'il, bon, le cause avec le médecin qui deal avec mon patient, est-ce qu'il se trouve ça la crainte là, Vini, Dimouna commence à se déprimer, dans ce cas-là, qu'il fait, docteur Nagar? Effectivement, quand on annonce une mauvaise nouvelle à une personne, un patient, il passe par plusieurs phases. Il y a un psychiatre très connu, Elisabeth Kubler-Ross, qui décrit sa phase-là. L'annonce du diagnostic, il passe par plusieurs phases. Phase de déni, phase de colère, phase d'acceptation et phase de « allez, ok, me pousser, fight ». Okay? Dépendant de la personne, il prend quelques secondes à quelques heures, quelques jours. Donc, nous sommes là pour accompagner le patient dans ce moment difficile-là. Bien sûr, si c'est une cause cancer, c'est oncologue qui peut prendre le relais, mais quelquefois, dans une étude, il montrait que quand on fait intervenir l'équipe de soins palliatifs à une phase initiale de la maladie, il améliore la qualité de vie du patient et il capable de supporter un traitement agressif avec le moins d'effets secondaires possible. Et l'équipe de soins palliatifs là pour prendre en charge les symptômes désagréables qui accompagnent cette maladie grave. Par exemple, un des premiers symptômes, c'est la douleur, qui nous formée pour évaluer et traiter. Alors justement, est-ce qu'il y a, Maurice, au niveau des autorités, je veux dire le ministère, est-ce qu'il y a une politique de soins palliatifs qu'ils mettent en place et comment ça aussi, docteur Devon? Oui, donc dans le ministère de la Santé, depuis 2017, nous avons un soin palliatif qui est offert pour un patient qui est atteint du cancer. Donc, il y a beaucoup de travail qui nous fait bien avant 2017 pour qu'il nous réussisse à arriver à ce stage-là, que nous donne vraiment un soin palliatif. Là. Donc, nous avons une équipe pluridisciplinaire qui occupe ce patient-là. Il y a un oncologue, un médecin formé en soins palliatifs, un infirmier, psychologue, social worker, et nutritionniste. Donc, toute l'équipe est là pour accompagner le patient. Nous avons un critère de référence que un oncologue, à ce moment-là, réfère nous un patient. Et là, nous, pour guetter le patient, la famille aussi, nous accompagnons pendant ce moment difficile-là, nous évaluons les symptômes qui peuvent affecter les autres. Et nous avons un médicament qui est là pour soulager ces symptômes-là. Nous aussi là pour une conversation difficile
pour décider que la personne a envie passe ce dernier jour, parce que pas tout le monde qui a envie de finir ce dernier jour à l'hôpital, qui a envie à la maison. Donc nous là pour discuter, pour accompagner la famille, comment elle est capable de gérer sa patient-là à la maison. Dans un moment de crise qui va arriver à la maison, qui besoin faire, et nous là pour à chaque étape pour accompagner les autres. C'est pas pour comment dire nous dire ok ben c'est fini. C'est pas ça. On est toujours là, on est là jusqu'au dernier moment. Et même si je ne suis pas capable d'amener le patient à l'hôpital, nous toujours recevons la famille, nous écoutons, nous donnons des médicaments qui nous capables d'aider et soulager la personne à la maison. Tu là où tu dis, Dr. Chaman, que parfois, là, on finit le diagnostic, on finit comment se trouver dans certains symptômes qui viennent, peut-être qu'il n'est pas capable de faire une activité, peut-être qu'il peut causer une personne âgée, mais arriver à une personne qui est plus jeune, les retrouve dans une situation comme ça, là peut-être il fait un petit peu plus du mal ou bien il commence à affecter les plus. Si, moi prends l'exemple, un jeune peut-être étudiant qui est diagnostiqué peut-être un cancer qui est assez grave, et dans sa famille à côté, il peut quand même commencer la vie, et dans ce cas-là, il devient plus difficile pour capable accompagner sa personne-là. Oui, c'est vrai, Richie, comme on dit, et comme le Dr. Naga dit, chaque patient le prend différemment. Et un patient, dans l'étape que le Dr. Naga a expliqué là, que tu as accepté, ou il est dans le déni, après il dit, oui, il est d'accord, il réussit à comprendre mentalement, psychologiquement, très important, que tu es situé avec la maladie, qui stage il était, comment ce traitement pour passer, et qu'il est ready pour faire ce traitement. Bien sûr, quand nous peut dire l'annonce avec un jeune ou même un enfant, c'est très, très difficile, mais ben, l'enfant est un peu plus happy, n'est pas trop conscious ce qui peut arriver. L'adolescent et le young adult, c'est un peu plus fragile, je prends une nouvelle un peu plus difficile. Mais ça fait mon dire au Richie, je pense que mon collègue pour d'accord que personne n'est prêt à ça. Veut dire l'âge n'est pas trop un critère. Moi, il y a beaucoup de patients qui 70, 80 ans, mais ils ne sont pas ready to go. Ni eux, ni la famille. C'est quelque chose de subjectif, mais nous là pour accompagner le patient, ses désirs, ses vœux et sa famille à surmonter le diagnostic, à faire le traitement et l'accompagner. Alors, nous venons vers vous, docteur Tinushka Isosing, justement médicalement, quand on connaît qui est maintenant un patient en stage terminal, enfin. Alors, à part ce qui est allé là, Chana, tu peux dire, je commence à donner ce soin causal, comme le docteur Dewantin dire, mais médicalement, qui est non ici dans Maurice pour capable commencer à donner un traitement, quel type de traitement commence à donner? Normalement, type de traitement, c'est une cause de détection et non la détection qui fait à travers le PET-CT scan, la biopsie et tout. Et ensuite, passe par un traitement avec une chimiothérapie, avec un traitement plus avancé, comme l'oncologue avise nous là. Et ensuite, nous avons la radiothérapie. Mais quand même, de nos jours, maintenant, il y a encore plus d'avancées en termes de médicaments de nouvelle génération. L'immunothérapie aussi, qui est déjà existant là. Mais n'empêche, quand on peut cause de soins palliatifs, c'est quelque chose que dès que le patient est détecté avec ce problème, nous besoin involve le soin palliatif dès le commencement, parce que ça aide le patient pour pouvoir affronter la maladie. Dans cet aspect-là, disons, si un immune, par exemple, l'hyperanda denial, comme le docteur Naga a mentionné, si l'hyperanda denial, et là, le soin palliatif, du côté la conseiller en soins palliatifs, ou même le psychologue, capable d'aider le patient pour faire comprendre que voilà, il est très important qu'il passe par cette étape-là. Et ceci, c'est très important pour qu'il sur le traitement. Que ce soit la chimiothérapie qui vient un petit peu plus poussée, plus difficile, que ce soit une transplantation de la moelle osseuse que demande le patient à être enfermé dans une chambre pendant minimum 21 jours. Tout ça là, c'est un apport qui nous attend du côté soins palliatifs. Alors, soins palliatifs, ce n'est pas seulement la fin de vie, mais c'est dès le commencement qui besoin involve them. Et en même temps, soins palliatifs, ce n'est pas comme le docteur Chaman dit, ce n'est pas non seulement pour l'adulte, mais aussi pour l'âge pédiatrie. Parce que les enfants, eux, ils comprennent la maladie, peut-être un petit peu d'une différente façon de l'adulte, et ils sont capables d'accepter la maladie et vaincre la maladie en acceptant les traitements. Et ça fait peut-être n'importe quel cas répondre ça.
Est-ce qu'il est arrivé qu'un médecin il fait un diagnostic, il dit ah, bon, du monde là, et il a bien petit sens, mais il commence le traitement et après sur la vie prolongée. Est-ce qu'il je dis trouve ça ouais, docteur. Là-dedans, ce que moi j'ai envie d'ajouter, c'est que chaque patient il répond différemment avec le même traitement. Je veux dire, si nous cause en soins palliatifs, je veux dire, un patient qui est détecté en stage 4 de la maladie du cancer, nous pouvons donner, disons, nous pouvons donner 5 patients détectés en stage 4 du breast cancer le même traitement, mais ça, 4 patients, 5 patients, je peux réagir différemment avec le traitement. D'où un peut faire très bien dès le commencement, un peut faire très mal dès le commencement, un peut faire bien pendant un certain moment, après pour rechuter. Je veux dire, c'est le patient, le génétique, le DNA du patient même qui réagit avec sa tumeur primaire et les médicaments qu'il prend qui fait qu'un peu patient fait bien, un fait bien, pas fait bien dès le commencement, un fait bien pour un peu les temps après être rechuté. OK. Donc, les réagir différemment et capable d'arriver quand, disons, une famille, tu peux expecter proche, aller, mais c'est bon, la vie prolongée. Ils vivent un petit peu plus longtemps. Nous trouvons qu'il demande patient stage 4, si nous partage ça. Oui. Disons, nous avons un vieux patient, 70-80 ans, il reçoit un grand-père. C'est un achievement qui apporte beaucoup de joie. Pour nous, les 26 affaires, mais pour sa patient qui est en stage 4, là, il amène beaucoup de joie. Ou moi, j'ai un patient en stage 4, pancréas, 55 ans, qui trouve ce premier garçon marié. Il met un joli robe, il dit à docteur, je suis mon couturière, je fais moi belle, je maquille moi, je fais mes cheveux. Et il dansait toute la nuit avec ce garçon à ce mariage. Je veux dire, un petit bonheur qui nous peut ajouter dans un stage 4 du patient, il fait beaucoup pour lui et sa famille. Alors, ce que tu peux envie ajouter dedans, c'est que normalement, comme moi, un mentor, il dit à moi tout le temps que un patient qui a un cancer, il est comme une bougie qui est left outside. Alors, quand le vent peut souffler fort, le bougie n'a un risque pour l'éteindre. Comme le vent correct peut non il est capable de vivre bien. Alors, il est très important pour suivre le patient et en même temps la famille aussi, avec sa conseiller qu'il a gagné avec les soins palliatifs. Là. Il est très important et c'est quelque chose qui nous essaie de follow-up avec sa patient qui est diagnostiqué dans un stage un petit peu plus avancé là. Alors, Shanna Babaji, je me retourne vers vous. Comment Dr. Chaman India, donc, il y a un souhait. Alors, quand diagnostic soins palliatifs commence à bonheur, est-ce que vous gagnez les temps comme conseillère, cause avec eux, et c'est guetter si capable de réaliser un petit souhait qui se tient là? Effectivement, Richelieu, très important qui nous prend, c'est que le patient ait envie de lire. Donc, il a l'autonomie pour lui décider pour lui-même, surtout quand il a une capacité, Dr. Naga connaît ça bien, quand il est capable de causer, dire nous certaines choses. Mais il est bien important que la famille comprenne ça. Ça, c'est un autre débat, que la famille est bien important, qui lui donne le rôle actif au patient. Parce que le patient, par exemple, nous prenons l'exemple, s'il y a un papa, right? Tout le long de la vie, il finit élever ses enfants, il finit travailler pour nourrir ses enfants. Il est bien important quand il trouve un lit d'hôpital ou dans un lit médical dans sous la case, parce qu'il décide pour finir la vie dans la maison. Il est bien important de donner ce rôle actif. Donc, bien souvent, quand nous payons nos papas, nos mamans, nous toujours demandons, papa, est-ce qu'il est capable de faire ça? Papa, qui te pense? Me raconter la journée. Papa, me décide de passer le tour. Qui te pense? Donc, ne pas quand il est malade, là, ce rôle actif là, nous dit qu'il est malade. Donc, il n'est pas pour connaître qui dit pour dire nous pas. Donc, rôle actif, c'est toujours faire participer comme un papa dans la maison. Maman là aussi, pareil. Nous demandons un conseil, nous partageons l'idée avec lui, nous prenons ce conseil et c'est là qu'il est senti valorisé. Donc, le rôle de la famille est très important et c'est là que nous accompagnons la famille pour faire comprendre chaque étape. Maintenant, quand nous causons ban souhait, il est très important que ban souhait accorde à sa patient là. Moi, je connais un patient, le lendemain, il peut aller. Nous ne pas connaître quand patient là, mais il a extra envie de boire boisson gazeuse. Tellement depuis longtemps, il empêche de boire boisson gazeuse. Alors, il a envie de boire boisson gazeuse. Et c'est ça, nous disons à la famille, il a envie de boire la coca, boisson gazeuse encore une fois. Donc, bon, il a
sur boisson gazeuse. Une autre patient, ça me rappelle quand nous avons fait l'étude en soins palliatifs en Inde. Donc, nous avons un patient qui est bien content de boire whisky. Donc, ce souhait, c'est boire ce whisky. Donc, le médecin qui dit qu'il a 3 jours à 4 jours, donner ce whisky comme il a envie. Donc, ça n'a pas de sens dans le ce souhait, c'est ça. Donc, nous avons plusieurs souhaits qui nous besoin respecter ce souhait-là. Alors, Shanabai Babaji, on fait dire à la famille, il y a important. Et là, nous avons un témoignage de Loga Viraswamy, qui accompagne Dave Viraswamy, qui est une personne très connue à l'île Maurice, poète, écrivain, politicien, mais aussi c'est une famille à côté de lui. Alors, nous avons écoute dans les derniers jours de la vie de Deva Viraswamy, comment ça s'est passé avec témoignage de Loga Viraswamy. Mon mari Deva Viraswamy est décédé il y a 2 ans. Et c'est une femme qui comprend beaucoup de choses. Depuis l'indécédé, je comprends beaucoup de choses. Et la manière qui m'occupe, la manière qui docteur Narga, il parle de soins, il occupe. Et ça me permet de m'écrire un livre aussi. Parce que dans ce livre-là, il y a un chapitre net, le docteur Narga. Parce que pour moi, c'est un docteur qui il fait beaucoup dans la vie. Il fait beaucoup pour aider nous, pour aider la famille. Alors, comment pour prendre soin d'un monde qui est condamné parce qu'il a un cancer un cancer les foies qui vraiment est un stage avancé, c'est un stage que partie pour capable faire dernier sur les foies qu'on dit rongé. Je t'appelle ça moth-eaten liver tellement les foies sont rongées. Les là me demandé me dit le docteur qui a faire les diamants comme ça là palliatif. Mais moi par contre palliatif première fois moi dans ça mot palliatif là. Là, il commence à expliquer qu'il était soins palliatifs. Il dit c'est vraiment dommage que beaucoup de gens ne connaissent pas appellent soins palliatifs. Il fait une longue session en nous, ici, là, dans la case. Il explique nous toute la famille, en présence de Dev, quelle position était, comment cette situation sérieuse, cette situation grave, et qui peine à non qui a fait, peine à traitement, peine à non. Donc, il dit c'est les affaires qui peut dire donner une qualité de vie. Les là me demandent quelle était qualité de vie. Ils disaient comme ça, donne-lui ce qu'il a envie de manger, donne-lui ce qu'il a envie de boire. S'il a envie de prendre ce petit whisky tous les soirs, donne-lui ce petit whisky. S'il a envie de prendre un verre de vin, ou donne-lui ce verre de vin. Et demande-lui qu'il soit content, qu'il a envie de manger. Donc, ce qu'il nous fait, là, nous suivons le conseil du Dr Naga. Il y a pour autant dire aussi que ce qui est intéressant, le Dr Naga, il met des morphine. Donc, des pas souffrir. Donc, ils mettent l'île morphine, ils mettent un régime tous les 6 heures de temps. Après, ils n'ont pas besoin d'attendre 6 heures de temps. Moindrement, tout, ils peuvent souffrir ou donner son morphine. Pas besoin d'attendre 6 heures de temps. Donc, ça, il aidait beaucoup. Et nous, ici, le fait qu'il bien explique nous qui étaient soins palliatifs, ça aide nous beaucoup. Donc, nous nous entourons avec la famille. Donc, ce qui est arrivé, c'est que nous tous ensemble tous les jours. Donc, les enfants, tous les autres, c'est dans qui ont un petit peu dormir au moins tous les soirs, soit une petite fille, soit un petit enfant. Donc, on va tout seul, tout. Et nous tous, nous peux Dave, nous sommes là 24/7, nous Charlie, nous peux occuper, nous peux lui. Et c'est un camarade qui est venu, ça aussi fait partie d'un soin palliatif qui nous pas réalisé. Mais ce qui me peut dire, le soin palliatif, ce qui est intéressant, c'est qu'il prépare la famille, il prépare du monde là aussi, comment pour cope avec cette maladie. Et c'est un moment que les même demandé, vous n'êtes plus capable de prendre comprimé, malgré qu'il arrive un moment, je suis besoin de prendre sa morphine là, me couper, je me dis ça va la granule là en bas sur la langue, pour être capable d'avaler, parce qu'il arrive un moment, il n'est plus capable d'avaler aussi. Je réalise que beaucoup de monde veulent persister. Quand on soin palliatif, aux autres, de persister, je dis non, besoin dans les autres cimes, besoin capable de soigner. Dave, c'est un pionnier langue créole, c'est l'architecte de la langue créole. D'ailleurs, tout le temps, il fait pour sa langue-là, depuis il a écrit sa thèse à l'université Édimbourg, il a écrit la langue créole depuis 1967. Dave, il a guerre pour sa langue-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il a besoin des gens pour guetter, si capable de faire un changement dans l'école. Bon, c'est wish, il a accompli. Et il y a un camarade docteur qui m'a montré les résultats. Vous avez dit comment les gens pensent David pour vivre 3 semaines. 3 semaines, ils ont dit David vivre 6 semaines. David vivre 6 semaines, vous pensez à cause de l'entourage, à cause de ce care qu'il a gagné, à cause de l'attention, à cause de l'amour. Ils sont entourés avec 26 enfants.
Les petits-enfants qui sont de la France, qui viennent là, ils baignent ce grand-père, Lili, ils occupent ce grand-père, Lili, ils mettent couche avec ce grand-père. Bon, là, des petits-enfants, grand-Martin, viennent guetter le grand-père avant de travail. Sorti de travail, viennent guetter le grand-père. Guetter, c'est là pour nettoyer, guetter, c'est là pour sans couche, guetter, qui est là pour faire. Donc, la famille a un rôle très, très important pour un gens gagner un bon soin avant les décéder. Voilà donc retour au plateau après ce témoignage de Loga Virasoromi. Donc nous y cause le rôle de la famille. Mais qui nous fait dans quand un dimoun ben l'ipé la personne, soit sur une famille loin au lit, sur des enfants à l'étranger, ou vraiment l'ipé la personne. Mais il connaît là, l'ipé al fini, l'ipé bien quitte la vie. Qui nous fait dans ce cas-là, docteur Naga? Et à Maurice, le cadre légal est un peu différent dans l'Europe. Par exemple, la personne de confiance, à Maurice, c'est next of kin. Le Medical Council Act dit le next of kin, c'est obligatoirement les parents, les enfants, l'époux, l'épouse. Mais quand une personne malade n'a aucune famille proche, il a un droit, d'après la loi française que peut en prendre, il a un droit de choisir une personne qui lui a envie. Et la personne qui choisit, il est bien accepté, être la personne de confiance. Donc, dans l'unité de travail, il y a un formulaire que le patient a un droit de désigner une personne de confiance autre que la famille ou la famille. C'est le choix du patient. Les cas désignent le médecin. Les cas désignent le médecin, les cas désignent son voisin, les cas désignent son ami proche. Ouais. Et ce n'est pas un problème. Mais la personne qui a désigné, bien accepté, être la personne de confiance. Okay? Et quand on a personne de confiance et elle est là, il y a une bénévole, comment Madame Chanabay, une accompagnatrice, qui jouait ce rôle d'apporter une présence de la société civile dans une équipe de soins. C'est très important parce que les soignants, c'est là surtout, et là, moi, j'ai envie d'apporter un témoignage, les soignants sont là pour mettre la personne confortable. Donc, à Jésus, nous recevons un jeune de 16 ans, adressé par l'île de la Réunion, pour un sarcome de la cuisse. Elisa, on va nommer ce prénom parce que sa maman a témoigné, est arrivée dans le service en hurlant de douleur. OK. Donc, tant bien que mal, nous réussit à soulager avec les moyens qu'on a à Maurice. C'est-à-dire, palier 3 de la douleur, c'est la morphine. Mais à cette époque-là, la dose morphine qui est utilisée est extra importante. Et nous pouvons bien mettre jusqu'à 500 mg par jour de morphine. L'accompagnement par les bénévoles, par la psychologue, est possible si le patient est confortable. Tant qu'un patient n'est pas confortable, il est impossible de faire un accompagnement. Donc, nous devons mettre le patient, la patiente confortable. Il va besoin d'une douleur, il va besoin d'une angoisse, il va besoin d'étouffer, il va besoin de vomir la selle. C'est tout ça, un symptôme-là qui va traiter pour permettre à ce que les autres personnes capables d'accompagner la personne et écoutent ce man souhait, dans les moments, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Et là, je tenais à saluer l'actuelle administration qui a accepté, qui nous impose une grosse contenance de morphine. À Maurice, malheureusement, nous avons seulement une petite contenance de morphine à 10 mg. Et pendant des années, on demande à ce qu'ils nous imposent une grosse contenance. Et heureusement, là, ils ont accepté. Avec les autres médicaments qui sont importants, qui sont utiles pour ces enfants-là, qui ne pas à l'époque, c'est du fentanyl en transmuqueux, c'est-à-dire envoyé directement par les voies muqueuses. C'est très important pour soulager un patient, pour accompagner au niveau spirituel et psychologique. Donc, ce que vous dire, c'est un protocole, ça? C'est un protocole de soins qui vous a mis en place. Vous avez évalué les symptômes. Le premier symptôme qui accompagne les cancers, c'est la douleur. Vous avez évalué la douleur. Il y a différents types de douleurs. Douleur nociceptive, douleur neuropathique, ou les deux. Vous avez utilisé une échelle adaptée et vous avez servi un bon médicament. Douleur, ça ne veut pas dire morphine directement. Oui. Il y a différents paliers de la douleur. Après, il y a les autres médicaments antiepileptiques, par exemple, qui nous sont associés pour traiter un patient, pour traiter la douleur physique. Parce qu'il y a la douleur physique et il y a la souffrance spirituelle. Ça nous quitte ça pour les autres personnes.
nous mettre le patient confortable. Quand on peut dire confortable, c'est-à-dire, disons, on peut donner, c'est la drogue. C'est un genre de... Tout médicament est une drogue, tout dépend de comment on peut utiliser. Ouais. Si on utilise la morphine pour traiter la douleur, c'est la bonne indication. Point. Ne pas servir morphine qu'en cancérologie. Ouais. Nous servir morphine quand un patient peut faire un infarctus, un stroke. Nous servir morphine quand il y a une fracture, accident de la route. Nous servir morphine. Morphine, c'est un médicament pour traiter la douleur. Point. Voilà. Alors, morphine, bien sûr, on utilisait tout simplement un traitement, là, un protocole qui existait médicalement. Qu'arrivait si un patient lui refuse ce traitement-là, médicalement? Qui? Vous pensez le patient, il est là pour les choisir. Si mentally, il est capable, psychologiquement, il est capable, il est dans un bon state of mind. C'est lui qui peut choisir qu'il a envie de faire en fin de vie, accompagné avec sa famille. Et du cas, moi, veut dire là, ce qu'on appelle ça, c'est un informed consent. Oui. Le patient et la famille doivent avoir toutes les informations requises et puis prendre un peu de temps, les look back, là, ils décider qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a envie de go through palliative chemo? Veut dire palliative chimiothérapie en sens palliatif, c'est ce qu'on donne en stage 4. Là, nous ne pouvons pas guérir le patient. Nous pouvons juste alléger les symptômes en se faisant, lui donnant une bonne qualité de vie à lui et à sa famille et que prolonge la vie pour un petit peu. Mais sa décision de faire le traitement ou non, ça revient au patient en premier lieu, accompagné de sa famille. Deuxième cas, un patient, on explique tout ça. Nous explique bien en oncologie qui est l'étape, comment le palliatif chimo peut passer, whether il peut envoi intraveineuse, un type qui a pour faire, envoi comprimé, combien de fois il a besoin de venir à la clinique, combien de fois il a besoin de venir guettement, combien de fois il a besoin de tirer 10 sang, tout ça là est important. Nous expliquer qui a un effet secondaire qui might be pour gagner. Là, le patient il prend la décision. Oui, docteur, vous pensez que pour faire le traitement ou non, docteur, mais pas pour faire rien. Je dis, comment mon collègue peut dire, je ne pas les gagner pire, je ne pas les gagner douleur. Je dis que sa transition-là passe bien. Et même ça, nous là pour nous aider nos patients. Nous avons même un traitement en soins en radiothérapie, comme le docteur Issa Singh veut dire le palliative radiotherapy qui nous donnait pour nous shrink the main cancer, veut dire nous diminuer grosseur primaire là, en se faisant nous diminuer tous les symptômes qui peuvent accompagner ça, et nous quand même diminuer douleur en soins avec soins radiothérapie palliatif. Mais le patient qui décide, et nous là pour nous abide to his concerns, il décide comment il fait le traitement, mais c'est très important d'avoir toutes les informations qui accompagnent le traitement et puis de venir à une décision. Alors, oui, en tant que médecin, nous ne pouvons seulement conseiller un patient. Ceux qui nous suivent, normalement, nous donnent le patient, comme le docteur Chamani dit, le maximum d'informations qu'il a besoin de faire, comment le traitement va être. Mais si le patient still refuse le traitement, alors le but, c'est d'involver le palliative care team pour rentrer dedans, pour essayer de conseiller le patient et la famille pour at least gagner ce traitement. Parce que le but, c'est de donner un traitement pour être capable d'aider dans le futur. Oui. Comme on nous dit, ce n'est pas pour ajouter le nombre de jours à la vie, mais c'est pour improve the quality of life, pour savoir les temps qu'il peut vivre là. Et c'est cette façon, c'est qu'il prend ce traitement. Et c'est ça le but, un petit peu des soins palliatifs aussi, qui est très important pour que le patient convainque pour être capable de gagner ce traitement-là. Ben, ma prochaine question, c'est adressée justement à vous deux. Un patient, bien sûr, bon, là, soit il vient à l'hôpital, un clinique privé ou un médecin, pour lui comprendre, il fait un test, tout ça là, ben, il admet là, pour lui gagner un soin là, il admet un certain temps, il admet jusqu'à qui il guérit, jusqu'à qui l'IMO, le docteur. Et bon, à l'hôpital, enfin plus au National Cancer Center, pour un patient qui est en soins palliatifs, nous avons un dedicated B dans chaque salle, monsieur et madame. Notre but, c'est nous essayer de un target de 10 jours. Okay? Il n'y a pas un chiffre qui nous oblige à buy tout, mais nous dire qu'en 10 jours, nous devons essayer de finir un peu résoudre les soucis, les symptômes, trouver un plan. Parce que là, nous sommes capables. Le but, ce n'est pas qu'il y reste tout le temps à l'hôpital.
c'est de faire un assessment et involve sa équipe pluridisciplinaire là, chacun pour venir pour guider le patient, pour donner son input. Nous essayons soulager ce symptôme, nous joignons la famille, nous causons avec la famille, nous causons avec le patient aussi, très important. Nous, comme je disais avant, nous faisons un crisis plan management en cas de moment de crise, qu'est-ce qu'il faut faire à la maison, quand il faut revenir à l'hôpital, rassurer le patient et la famille. Et que là, si nous sommes happy, d'accord, nous pouvons nous discharger. Bien sûr. Donc là, j'ai un protocole. On a un protocole qui est établi pour... Parce que le meilleur des soins palliatifs, c'est à la maison. Hein? Ouais. Parce que si il y a une étude qui nous prouvait qu'on nous demande n'importe qui, la majorité des gens, que tu ne pas ce dernier jour, très peu de personnes pour dire à l'hôpital. La majorité des gens, c'est à la maison. Oui, mais justement, si un patient Lilo, médecine, palliatif, morphine, comme on dit, il n'est pas pour gagner la case. Tout dépend. Tout dépend de la situation. Pareil, comment nous mettons un target, comment à l'hôpital, je te mets un target de 10 jours. Chez nous, ce n'est pas vraiment target in that. For us, la priorité, c'est que le patient gagne ce traitement. Que ce soit chimiothérapie, que ce soit chirurgie oncologique, que ce soit radiothérapie. Maintenant, il dépend un petit peu de la décision de la famille aussi. Si la famille décide pour amener le patient là à chaque séance de chimiothérapie, il réamène à la maison aux dépendants. Mais quelquefois, il y a beaucoup de patients qui doivent rester à la clinique, internés, pour qu'ils aient le maximum de traitement. Maintenant, il y a un patient aussi qui est dans un choix personnel, qui a envie de terminer cette fin de vie à la maison. Là, c'est nous, l'équipe qui est déplacée, c'est-à-dire médicale, paramédicale, soins palliatifs, qui allent vers le patient à la maison, make sure que le patient est confortable pendant sa phase que la case, il peut suivre sa fin de vie. Mais par contre, si le patient ou même la famille est consentante pour rester à la clinique, là, je fais aller à la clinique. Alors, tout dépend de la situation vraiment. Oui. Alors, Chandra Babaji, bon, nous connaissons quand une personne est dans un stage comme ça, mais sa famille est capable, mais c'est moi du monde travail. Parfois, il n'y a pas de personne. Est-ce qu'il est là, c'est au rôle, rentre dans sa place là et, comment dire, vient ensemble avec sa personne là? Effectivement, Richie, comme je vais dire, à la base, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Des fois, le patient-là n'est pas capable de causer même beaucoup. Donc, c'est aux présences qu'il est important. Et c'est là qu'il est important que nous fassions le patient aussi comprendre, surtout quand il est dans un stage en couple et comprend. It's a beautiful death, comme on en apprend tout le temps. Que il a le temps, dire souvent souhait, que il a le temps prépare. Par exemple, tout ce qu'il y a pour lui préparer, c'est une will qu'il y a pour lui préparer. Tout ce qu'il y a pour lui dire, certains dimons, peut-être, il y a des dimons qui demandent pardon, il y a des dimons peut-être qui sont blessés dans le passé, ils ont besoin de rectifier les choses. Donc, il y a le temps pour lui faire tout ça là. It's not a sudden death. Donc, et aussi, il y a une thérapie qui nous fait avec des dimons pour calmer eux. Des fois, il y a une crise d'angoisse, il y a la colère, il y a beaucoup de questions. Que nous avons une thérapie de respiration que nous calme les dimons là d'abord. Nous avons aussi une thérapie que nous faisons la méditation guidée, que nous calmons les dimons là encore plus, que nous sommes capables de trouver cette inquiétude, nous sommes capables de faire peut-être ce l'angoisse, comment nous sommes capables de débarrasser justement de ce l'angoisse à travers la méditation. Donc, quand nous avons un moment calme, quand nous avons une musique qui est appropriée, et quand nous avons ce qui nous peut guider, ce qui nous peut dire durant la méditation, qu'il est besoin de faire pour qu'il est capable de trouver souvent l'angoisse et quitter tout doucement. Donc, c'est une thérapie qui nous fait pour nous capables de soulager du monde là encore une fois. Alors, une affaire qui peut approcher là, docteur Nagar, tu veux dire, d'une morphine, donc un genre de drogue pour capable de calmer la douleur. Est-ce qu'il y a une ligne entre d'un ces médicaments-là et l'euthanasie? Très bonne question. Vous connaissez la définition de l'euthanasie. La définition de l'euthanasie, c'est utiliser un médicament pour donner intentionnellement la mort à une personne. C'est illégal à Maurice et dans plein de pays. C'est légal dans certains pays. Donc, il y a plusieurs termes qui la finalité allent vers l'euthanasie, suicide assisté, assistance médicale au suicide. Ça, c'est un terme qui servent dans un pays que c'est légal pour abroger la vie, c'est-à-dire
termine la vie d'une personne sous certaines conditions. J'ai atteint d'une maladie grave incurable, j'ai un symptôme réfractaire, c'est-à-dire difficile à traiter. La personne doit répéter cette demande plusieurs fois. La demande doit être évaluée par une équipe pluridisciplinaire, j'ai un médecin soins palliatifs, psychiatre, psychologue, etc. Et les soins palliatifs, en tout cas, c'est que moi, on apprend, et à Maurice, nous sommes contre l'euthanasie, mais contre l'acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique, c'est essayer à tout prix guérir une personne qui atteint d'une maladie grave incurable à l'heure actuelle. Donc, l'euthanasie est illégale et ne pas pratiquée. Mais nous sommes là pour mettre la personne confortable. C'est ça, la qualité de vie très importante. On répète, c'est la douleur qui accompagne la maladie grave incurable en cancérologie. C'est un des premiers symptômes. Ensuite, il y a l'anxiété, l'angoisse. Il y a des signes d'occlusion quand il y a un cancer digestif. La selle pas passée. Donc, la selle a remonté et la fois, nous avons occlusion et la personne vomit sur la selle. Donc, il n'est pas confortable du tout. Okay? Et il y a cancer pulmonaire, le patient encombré avec sécrétion vinisca dans la bouche, pas qu'à respirer. C'est ça, les soins palliatifs. C'est toujours servir un médicament en évaluant le rapport bénéfice d'un médicament et risque d'un médicament. Bénéfice, bien, dépasse les risques pour tout médicament. Donc, nous servons un médicament adapté et nous arrêtons certains médicaments qui deviennent inutiles à ce stade de la maladie. Un antidiabétique qu'on va arrêter parce que le contrôle du diabète ne va pas devenir important à ce stade-là. Ce médicament antihypertenseur n'est pas important à ce stade-là. Okay? Et après, on a alimentation artificielle. Parce que l'alimentation artificielle, que ce soit en infusion ou directement à travers un tube, à une phase terminale, il peut augmenter le volume d'œdème au niveau de la tumeur, volume pulmonaire. Donc, le patient devient encore plus inconfortable. Alors, justement, donc le médecin clair, soins palliatifs avec tout médicament, il n'y a pas l'euthanasie. Il n'y a pas l'euthanasie et quand nous demandons la personne qui fait demande l'euthanasie. Et la première chose qu'ils se disent, souvent, peut-être 90% des cas, il y a une douleur physique qui n'est pas réussie à calmer. Donc, nous traitons la douleur physique, et dans la souffrance spirituelle, c'est différent. Il y a une douleur physique, bien qu'on évalue, bien qu'on traite, et très souvent, moins de 5% des cas, la demande d'euthanasie persiste, mais dans la majorité des cas, la demande d'euthanasie disparaît. Alors, comment tu es là, je ne sais pas, arrive un moment, bon, l'une trouve ça, on a dit, pour boire l'alcool, pour faire certaines choses. Si il peut suivre un traitement médical, mais en même temps, il demande faire ça. Vous êtes un médecin qui te conseille. Je pense que l'état général du patient prime avant. Dit dans ce l'école, il peut connaître qu'il peut faire, qu'il peut envie de faire, et qui sur l'école peut permettre de faire. Nous, un patient dit à nous, même en stage 4 du traitement, je peux faire un traitement, je le fais très bien tout le long du traitement. Là, j'ai besoin d'un petit break. Oui. Alors, je peux aller en croisière avec la famille, l'époque Noël l'année. Docteur, donne-moi un petit break, traitement, je peux promener avec la famille. Ça, c'est très important. Moi, je peux dire, un petit joy, un petit bonheur qui ne peut qu'apporter avec le patient. Maintenant, un patient qui a l'idée, il n'est pas pour faire ça qui a été demandé. Comment Shanaba dit, chaque patient il a dans sa propre demande qui coûte nous peut faire et que sur l'état général peut accepter. Nous faire pour le patient, le bien-être du patient. OK. Alors, la cause, bien sûr, quand il arrive à un stage que tu finis de trouver, qui peut arriver, Dimoula, il est arrivé, il quitte la vie, il est allé, mais qu'arrive après cela mot, docteur Issa Singh? Est-ce que sa famille-là, tous les, peut-être il y a un conseil avec eux, un professionnel? Est-ce que, s'il y a envie, Vili, peut-être, vous connaissez, il y a peut-être des gens qui sont affectés autour là. Est-ce qu'il y a ça aussi, ça soin-là, qui continue après la mort d'un proche? Effectivement, parce que depuis le commencement, la famille est une partie très importante dans les soins palliatifs. Et même quand cette fille passe par la mort d'un de sa proche-là, il est très important que l'encadrement reste toujours la même. Alors, très souvent, des fois, la famille revient vers nous pour un soin palliatif, pour gagner un conseil
comment get out of that situation, comment vous êtes capable, comment dire, trouver une situation, comment vous êtes capable de vivre ça. Parce que quelquefois, comment un patient peut gagner le diagnostic de cancer, du moment qu'il peut gagner le diagnostic, peut-être il passe tellement rapide que la famille n'a pas réalisé qu'il n'arrivait. Même si ce pérécie, comment dire, passe par un traitement multiple, faire un séjour à la clinique ou à l'hôpital, mais c'est un moment qui passe juste après le décès du patient. Il est très important que la famille essaie de comprendre comment nous besoin garder vivant dans nos mémoires. Et c'est là l'aspect des soins palliatifs aussi, il est très important que nous référons, nous faisons un family meeting, même après bereavement, pour que les conseillers, le palliative team, capable de take over, conseiller le patient, peut-être faire ce que le patient a envie de faire pendant l'été vivant. Essayer de garder ce mémoire vivant en termes de faisant une activité que le patient a envie de faire tant qu'il est là. Alors, c'est un petit conseil qui vient du conseiller palliatif, du palliative care team. Alors, oui. Si je peux rajouter, Richie, avec ce que le Dr. Sarsing dit, si je peux permettre de dire que même au niveau médical, pour nous, c'est très dur. Nous perdons un patient. C'est un accompagnement que nous faisons tout le long avec le patient et sa famille. Nous connaissons comme les enfants, il y en a qui sont habitués à venir avec. C'est un lien que nous créons, c'est un bond. Ça veut dire que le patient n'est plus là. Pour nous aussi, il y a des difficiles. Et si je peux permettre, c'est encore plus difficile quand nous perdons un patient pédiatrique. Oui. Des enfants qui peuvent venir en consultation avec nous, peuvent rire, peuvent causer et nous perdons eux, ça crée un vide. Qu'on ressent, nous aussi, nous humains, mais nous ressentons, nous accompagnons nos patients, nous là pour nos patients, mais quand nos patients pas là, nous feel it. Alors, comme médecin aussi, ou vers les autres conseils avec un spécialiste ou un psychologue, psychiatre et tout? Je pense que c'est très, très, très important, si mon cas permet au niveau du plateau, que nous aussi, nous avons une bonne hygiène mentale et psychologique pour nous accompagner ces patients-là. Et la famille est très difficile au niveau personnel, qui nous donne tout de nous, à cause de nous aussi, nous avons nos propres familles, nos propres problèmes, chacun nos problèmes différents. Quand nous finissons le travail, nous pouvons retourner à la casa, nous avons les autres issues que nous pouvons faire. Nous devons take care of ourselves, qui nous donne the best to the patient and his family. Oui, okay. Oui, l'équipe Ferrier aussi elle a une supervision, c'est-à-dire une prise en charge par un psychologue externe à l'équipe. C'est très important parce qu'effectivement, nous confronter à un patient qui vous décédé, un patient jeune, donc la santé mentale aussi est important. Donc, il y a un accompagnement psychologique. Dr. Dewan? Oui, nous aussi, pour l'équipe des soins palliatifs, nous avons un petit debriefing sessions qui nous fait de temps en temps pour qu'ils connaissent quelqu'un exprimer s'il y a une difficulté à quoi il fait face, soit s'il y a un patient qui manque. Donc, on est là pour écouter aussi l'équipe et aussi pour nous supporter nos collègues. Et dernière question pour les sous-conclure, Shanaba et Babaji. Donc ça, c'est très important. L'équipe, comme on disait, pluridisciplinaire et aussi avec un conseiller en soins palliatifs comme vous, qui, justement, après le décès de la personne, qui se toujours reste avec la famille et soutenir eux. Effectivement, Régis, il est très important qu'il nous continue à faire un suivi avec sa famille-là. Parce qu'il est bon qu'il nous connaisse, sa famille-là, il y a une absence dans la case. Il file sur l'absence-là, matin jusqu'au soir. Bien souvent, il n'est pas réussi dormir. Le membre de la famille n'est pas réussi dormir. Cette réponse, ça dit que c'est une perdue là. Il y a beaucoup de pleurs qui continuent. Il y a des gens qui ne sont pas capables de manger bien aussi. Donc, il est vraiment difficile. Et il est important qu'il nous amène ça membre de la famille là pour expliquer de quelle manière je besoin de cope après the death of the person. Il est bien important, par exemple, comment nous cope. Un exemple, je suis capable de dire si sa personne qui est là, il est content, la mère, par exemple, il a un plat préféré, par exemple, il est content cause avec certains dimoun, il est content peut-être il y a un livre, il a une démarche dans la vie qu'il peut militer pour. Et sa famille-là, elle est capable de continuer sa démarche-là. Si, par exemple, nous prenons l'exemple, c'est un petit peu content la mère, bon, qui nous a la mère peut-être chaque 3 semaines. Donc, nous faisons une activité-là, nous continuons à faire une activité-là que nous sentons, dit, il est la même, il n'est pas allé, il est la même. Donc, nous vivons ce moment-là, qu'il est content, nous continuons à vivre
pour qui nous remplace finalement, nous shifter tout le pleurs, tout le sadness, qui est pour toujours là, mais il est pour bien diminuer quand nous pour remplacer parce que l'activité que ça dit, on a un petit peu content de faire. Alors voilà, merci beaucoup à tous nos invités qui nous partagent avec nous tout ça activités, tout ça soins qu'ils ont donnés et pendant qu'on finit de diagnostiquer et même après le décès, après le départ d'une personne. Donc, moi, j'espérais, chers téléspectateurs, on apprend un peu aujourd'hui donc sa phase de la vie, la fin de vie et quitter la vie dignement. Bonsoir, au revoir.